Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici les principaux titres de cette édition. Le principal groupe d'opposition syrien déclare qu'il supportera la trêve de 2 semaines en Syrie, tout en critiquant l'implication comme juge et partie de la Russie. Aux États-Unis, Donald Trump consolide sa position pour l'investiture républicaine en remportant la primaire dans l'État du Nevada. Le groupe des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 va se réunir demain à Shanghai. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information déclare que la croissance industrielle de la Chine reste dans une fourchette raisonnable. En Chine, les constructeurs de voitures de luxe cherchent à accroître leur part de marché dans le contexte du ralentissement de l'économie. Le principal groupe d'opposition syrien, le Comité des hautes négociations, a dit qu'il supporterait la trêve de 2 semaines en Syrie pour tester l'implication de la partie adverse dans le plan. Il est exigé des parties belligérantes de dire pour vendredi à 10h GMT si elles agréent la cessation des hostilités et de cesser les combats samedi. L'Organisation des Nations Unies espère que le plan fournira un espace de respiration afin que les pourparlers de paix en Syrie reprennent. Le dernier cycle de discussion s'était interrompu le mois dernier à Genève sans avancée, mais le comité des hautes négociations a aussi dressé une liste des points dont il dit qu'ils doivent être résolus avant que le plan ne puisse fonctionner. Il objecte que la Russie soit une garante de la trêve aux côtés des États-Unis alors qu'elle est partie prenante au conflit. Direction les États-Unis où le candidat à la présidence Donald Trump a consolidé sa position de favori dans la course à l'investiture républicaine en remportant l'État du Nevada. C'est la 3e victoire consécutive pour le milliardaire après celle dans le New Hampshire et en Caroline du Sud. Les derniers décomptes de voix montrent qu'il engrange près de 46% des votes, soit près de 2 fois plus que son rival le plus sérieux, le sénateur de Floride, Marco Rubio. Ted Cruz, le sénateur du Texas, est arrivé 3e. Les candidats se préparent maintenant pour ce que pourrait être un Super Mardi ou Super Tuesday décisif la semaine prochaine. Des migrants et réfugiés du monde entier s'entassent dans la jungle de Calais et attendent nerveusement la décision du juge français sur la démolition d'une partie de ce camp de fortune, une décision attendue aujourd'hui, jeudi. Les associations d'aide affirment que le futur de quelques 3400 personnes est en jeu, parmi lesquelles plusieurs centaines d'enfants non accompagnés. Ils sont originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie, et certains d'entre eux n'ont que 10 ans. Le centre du camp pour femmes et enfants offre nourriture, vêtements et activités. Les bénévoles expliquent que certains des enfants du camp, arrivés ici traumatisés et violents, ont recommencé à jouer comme des enfants normaux. Mais ils craignent que tout cela n'ait servi à rien s'ils sont expulsés. Ils ont fait un long voyage, ont une histoire difficile et certains d'entre eux sont là depuis au moins 5 mois. Ils ont eu un accès régulier et de qualité aux besoins de base. Ils se sont donc posés un peu. Et bien entendu, aucun d'entre nous ne veut qu'ils restent ici, mais cette décision leur cause beaucoup de détresse. L'équipe craint qu'ils n'aillent dans d'autres camps moins organisés et sans infrastructure et que les bénévoles ne soient pas en mesure de les suivre. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets du devenir des habitants du camp si la jungle est détruite. La Belgique a mis en place mercredi des contrôles aux frontières afin qu'ils n'entrent pas sur son territoire. Les autorités françaises indiquent que l'insalubrité du camp et les incidents de violence qui s'y sont déroulés les ont poussés à accélérer leur projet de détruire une partie du camp et de reloger les réfugiés dans des conteneurs réaménagés. La plupart des réfugiés affirment ne pas vouloir aller dans ces conteneurs et craignent qu'une fois enregistrés en France, ils ne puissent plus parvenir à leur destination, la Grande-Bretagne. Les associations d'aide estiment que Londres doit prendre ses responsabilités et accueillir les personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne, et ont à cet effet déposé des recours au nom de plusieurs personnes en Angleterre. La loi
permettent aux familles d'être réunies. Ibrahim a 17 ans et veut rejoindre sa mère à Birmingham, où elle a le statut de réfugié. Il ne veut pas montrer son visage devant la caméra. Ma famille est au Royaume-Uni, j'ai un avocat là-bas et aussi ici en France. Ils travaillent sur mon dossier. J'ai été au tribunal, ils ont approuvé le fait que je puisse être réuni avec ma famille, mais maintenant le tribunal britannique doit se prononcer à son tour. Cela fait 3 mois qu'il attend. Et il ne sait pas encore combien de temps il va encore devoir le faire. Pourtant, il fait partie des chanceux ici. La plupart des réfugiés n'ont en effet pas accès à un avocat et n'ont nulle part où aller si le camp est détruit. À ce jour, la plupart des cas de Zika ont été constatés en Amérique du Sud. Mais en Afrique, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert sont aussi touchés par la maladie. Ce changement pourrait signifier une possible propagation au continent. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika se propage de manière exponentielle. Reste à savoir si les populations d'Afrique doivent ou non s'en inquiéter. Parce que nous avons déjà Ebola qui nous combat. Si on ajoute Zika, cela aggravera tout. Peu de gens le connaissent. On ne sait pas si on peut le contrôler. On ne sait pas si on peut en guérir. On ne sait pas comment il se transmet. À l'évidence, je dois en avoir peur. Aujourd'hui, le Cap-Vert est le plus affecté avec une épidémie locale. En Afrique, un pays fait état de cas. Il s'agit du Cap-Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest. Un pays insulaire dans lequel un nombre élevé, plus de 10 000 cas, ont été signalés entre octobre et janvier. En Afrique du Sud aussi, un cas a été constaté, un homme d'affaires sud-américain. La couleur rouge signale un risque élevé. Le jaune, un risque modéré, et le vert, un risque faible. Le moustique qui transmet le virus Zika se trouve sur l'ensemble du continent. Le cas sud-africain met d'ailleurs en lumière la menace potentielle représentée par les déplacements humains. Aujourd'hui, avec les moyens de transport modernes, la planète est un village mondial. Une personne infectée arrive dans votre pays et le moustique la pique. Et voilà, le cycle se poursuit tant que ce moustique survit. Cependant, certains mettent en doute le risque soulevé par l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, ici en Afrique, la souche que nous avons ne se multiplie pas autant dans le corps humain que celle présente en Amérique du Sud. Deuxièmement, bien que nous ayons des moustiques capables de le transmettre, la plupart de ces moustiques se trouvent dans la forêt. Et en forêt, ils piquent la nuit, à la nuit tombée, à l'aube ou en pleine nuit lorsque les gens ne s'y trouvent pas. Donc il n'y a que peu de risques que des gens se trouvent en forêt la nuit et se fassent piquer. Pour réduire le risque, rien ne vaut la prudence et cela commence chez soi. Il existe deux sortes de solutions qui doivent être appliquées. Une consiste à aseptiser son foyer. Le but est de s'assurer que les lieux de ponte où des moustiques peuvent se reproduire soient réduits autant que faire se peut. L'autre, bien sûr, est la production d'un vaccin. À l'heure qu'il est, il n'en existe pas. Aucun vaccin ne devrait être disponible avant 1 an. L'éruption du virus Ebola a démontré que plusieurs pays du continent africain n'ont pas les moyens de gérer les épidémies. Les mesures de prévention demeurent donc essentielles pour garantir que le virus Zika ne frappe pas l'ensemble du continent. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous ouvrons une page économie. Le groupe des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 doit se réunir demain vendredi à Shanghai pour discuter de l'économie mondiale et des moyens de relancer la croissance. Les grands noms de la finance mondiale sont attendus vendredi à Shanghai pour le sommet du G20 dans un contexte de volatilité des marchés financiers. Les turbulences ont été fortes en Chine, en Europe et au Japon depuis le début de l'année. Les marchés financiers sont donc dans l'attente de messages qui seront envoyés à l'issue de la réunion. En particulier pour les devises et le commerce, personne ne peut obtenir davantage au détriment des autres. Chaque pays est connecté aux autres. Certains disent que la Chine n'exporte qu'un dixième de ce que les États-Unis importent, mais le truc est que si la Chine tombe, les États-Unis vont moins investir dans le monde.
Le G20 est né d'une crise. Après la crise financière asiatique de 1997, il a été créé pour promouvoir la stabilité financière. Au cours des années, ce groupe de pays a montré que ses membres étaient prêts à traiter les risques de court comme de long terme, et en particulier ces derniers. Le G20 est une transformation d'une réponse à la crise à la gouvernance de long terme, ce qui, à mon avis, va renforcer son rôle dans les politiques mondiales ainsi que la coopération et la coordination. L'économie mondiale n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant la crise financière de 2008. Les experts estiment que les réponses aux problèmes incluent des réformes structurelles qui puissent faciliter un rétablissement fort et durable. Les économies mondiales ont décidé il y a des années d'abandonner gains de court terme pour prospérité de long terme, mais les résultats tardent à venir. Nous avons décidé d'avoir en priorité les discussions sur les réformes structurelles afin de faire avancer les réformes et d'atteindre des objectifs concrets sous la présidence chinoise. C'est la première des 4 réunions des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de l'année. En plus des réformes de l'économie mondiale, les décideurs vont discuter des dépenses d'infrastructures et de coopération fiscale. Avant la rencontre des ministres des Finances et des banques centrales, des poids lourds du secteur financier se réunissent pour tenter de trouver une solution à la croissance. Reportage à Shanghai lors de la réunion de l'Association des grandes banques et institutions financières mondiales. Les décideurs politiques et acteurs du commerce se réunissent à Shanghai avant le sommet du G20 auquel participeront les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. Les stratégies à court et long terme concernant l'économie mondiale sont évoquées. Pour ce qui est de la politique monétaire, il n'est pas possible de ne tenir compte que de la politique monétaire. Concernant la structure, la politique budgétaire doit également jouer un rôle. À l'heure actuelle, pour stabiliser le marché financier, pour stabiliser l'économie, les anticipations de déflation ou prévention de la déflation sont extrêmement importantes. On attend des politiques fiscales plus nombreuses et plus fortes. Du côté de la recherche et de la pratique, on constate que l'accent sera mis sur les dépenses d'infrastructures, avec des opportunités dans les pays, qu'ils soient en développement ou développés. Quand on parle de relance, l'accroissement des dépenses d'infrastructures est un des principaux domaines, tout comme l'expansion budgétaire. En Chine, en Asie, il y a encore de nombreuses possibilités pour les installations. Il serait utile que la Chine et les États-Unis aient l'occasion d'investir dans des dépenses d'infrastructures. Parfois, il s'agit de rails et de routes. Parfois, c'est plus sophistiqué, comme l'infrastructure Internet. Il y a aussi les aéroports, le transport, la modernisation du réseau hydrographique. Il y a tellement de choses dans ce domaine. La croissance industrielle de la Chine connaît aujourd'hui un fort ralentissement, mais elle reste dans une fourchette raisonnable, selon une conférence de presse tenue par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Le ministre Miao Wei a annoncé que la croissance de 6,1% de l'an dernier n'était du tout un ralentissement, étant donné la contraction du commerce mondial et le niveau actuel du développement économique de la Chine. Le ministre a également indiqué que la Chine avait fait des progrès en ajustant sa structure industrielle et en stimulant la croissance des industries innovantes. Pendant ce temps, le ministre a également déclaré que le pays connaissait une réforme axée sur l'offre pour résoudre le problème de surcapacité. Nous allons progressivement vers une résolution du problème de surproduction. Premièrement, nous travaillons activement sur les compagnies dites zombies. Nous nous engageons avec la Commission nationale pour le développement et la réforme envers des plans concrets. Deuxièmement, nous supprimerons peu à peu la production d'énergie à faible rendement. Et d'une manière méthodique, nous supprimerons les compagnies qui ne satisfont pas les normes dans les coûts énergétiques, dans la protection environnementale et la sécurité. Et voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 2868,49 points, en baisse de 6,41%, et l'indice des actions B a clôturé à 347,48 points, en baisse de 5,90%.
L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1817,93 points, soit une baisse de 7,36%. L'indice des actions B a clôturé à 1119,47 points, en baisse de 4,27%. La bourse de Tokyo a fini dans le vert jeudi après 2 séances négatives, un rebond encouragé par un affaiblissement du yen face aux principales devises et une hausse des cours du pétrole la veille. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le renminbi a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis août de l'an dernier. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que cette chute procure un bénéfice substantiel aux exportateurs chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Zhang Bin possède une compagnie qui produit des ustensiles de cuisine en acier et 80% de sa production est exportée. La dépréciation du renminbi de ces derniers mois a bénéficié au profit de M. Zhang et a changé la manière dont il gère les finances de sa compagnie. Les compagnies exportatrices font des profits très minces, d'habitude seulement de 2 ou 3%, et chaque pourcent représente beaucoup pour nos profits. Nous nous attendons à ce que le renminbi continue de se déprécier pendant un certain temps, donc nous repoussons nos échanges de devises aussi longtemps que possible pour obtenir un meilleur prix. Les autres compagnies en Chine bénéficient du même avantage que M. Zhang, mais un analyste dit que cette bonne période ne va pas durer. Les petites entreprises qui produisent des textiles, des vêtements ou des appareils électroménagers bénéficieront le plus de la dépréciation. Les plus grosses entreprises ont généralement des taux de change fixes avec les banques pour verrouiller leurs profits. Mais je pense que les avantages seront temporaires et limités. Cela prend longtemps pour transformer un changement de prix en avantage compétitif et il n'y a pas de signe que le renminbi continuera à se déprécier sur la longue durée. Le professeur remarque aussi que la demande du marché s'affaiblissant mondialement va probablement neutraliser les avantages d'un meilleur taux de change. Les données montrent que les exportations générales de la Chine en janvier ont chuté de 11,2% par rapport à l'an dernier. La société de M. Zhang ne rapporte pas une grande différence dans ses commandes par rapport à l'an dernier et elle ne veut pas voir une nette dévaluation du renminbi. Si le renminbi se déprécie trop vite, ce ne sera pas aussi bon pour nous que vous pourriez le penser. Les clients internationaux vont nous demander de baisser les prix. Si le renminbi perd rapidement de sa valeur, donc l'avantage partira là. Aussi, ce n'est pas bon pour l'industrie en général parce que les compagnies qui produisent des objets de moindre qualité tireront mieux leur épingle du jeu. Avec des exportateurs qui n'attendent pas de bénéfices à long terme de la dépréciation du renminbi, il semble que le gouvernement n'attend pas non plus trop rapidement. Le ministre du Commerce, Gao Huchang, a récemment dit qu'aucun pays ne peut être à l'abri d'une baisse du commerce mondial. M. Gao a dit que la Chine doit prendre des précautions et être pleinement consciente des difficultés. Emmené par Mercedes-Benz et la hausse de ses ventes de véhicules qui augmentent de 50% chaque année, les marques automobiles de luxe peuvent être satisfaites de leur performance de janvier en Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise a vu l'année 2015 se terminer avec des ventes de véhicules de luxe à des niveaux de croissance très bas. Comment les constructeurs automobiles rivalisent-ils pour gagner des parts de marché dans une économie qui ralentit? Midiayi nous en parle. La course de l'an dernier avait à nouveau couronné Audi. Mais l'entreprise a connu une réduction de ses ventes de 1,4%. BMW a conservé sa deuxième place avec une modeste croissance de 1,7% et devrait vendre 100 000 véhicules de plus pour prendre la première place à Audi. À la troisième place, Mercedes-Benz faisait figure de mouton noir sur ce marché morose. Elle affiche aujourd'hui une croissance de 28,9%.
Zhao Sefu, directeur général de la société de conseil automobile China Auto Market, nous montre comment la sortie de nouveaux modèles de voitures chez Mercedes-Benz a favorisé cette croissance exceptionnelle. Si Mercedes-Benz a connu une telle croissance ces 2 dernières années, c'est d'abord parce que de la seconde moitié de 2014 jusqu'à maintenant, Mercedes-Benz a sorti de nouveaux modèles de véhicules et a amélioré certains anciens modèles. Nous avons découvert sa nouvelle C-Class lors du second semestre 2014, la GLA, GLC et GLE qui a été lancée l'an dernier. Et il y a aussi le modèle phare E-Class qui sera lancé cette année et qui nous intéresse tout particulièrement. C'est une mise à niveau intensive de ces modèles de voitures. Les nouveaux modèles de véhicules sont très compétitifs lorsqu'ils sortent et c'est la raison pour laquelle Mercedes-Benz a connu un taux de croissance bien meilleur que ses concurrents sur le marché. Les marques comme Jaguar, Land Rover, Lexus ou encore Volvo vont rivaliser pour vendre plus de 100 000 véhicules cette année. Cependant, la croissance du marché est descendue à 11% l'an dernier, après le pic de 30% de 2012. Afin d'améliorer les ventes, malgré cette économie qui ralentit, la compétitivité par les prix est devenue vitale. Tout particulièrement depuis le second semestre de l'an dernier, où M. Zhao a vu des revendeurs commencer à offrir des remises de 20%, voire 30%. Il existe d'autres moyens avec plus de publicité car les clients expriment un intérêt pour des programmes de prêts avec des taux d'intérêt plus bas pour répondre aux pressions financières actuelles. Les prêts auto vont également stimuler l'envie des consommateurs pour ces automobiles. La localisation de la production en Chine a été importante pour diminuer le prix final de l'automobile ainsi que celui des pièces de rechange et de l'entretien. BMW a tout juste commencé à construire des moteurs à Shenyang cette année, dans ce qui est sa première usine de moteurs en dehors d'Europe. Cadillac a construit aussi une nouvelle usine à Shanghai et souhaite augmenter ses ventes en 2016 de 25%. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.